Un grand merci. Je suis toujours touchée quand je viens dans ces réunions filières parce que j'ai besoin de sentir la météo de ce qui se passe sur le terrain et votre réalité. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une bonne remontée et un dialogue constant. Il y a certains d'entre vous qui sont déjà dans nos groupes de travail du suivi du plan, donc je suis ravie de les retrouver. Et puis j'ai quand même, si on veut être en toute transparence, j'ai quand même une affection particulière pour les maladies métaboliques. Donc je vous connais depuis un certain temps avec une autre position et une autre place à l'époque. Donc je suis ravie de vous retrouver. Vous allez voir une présentation. On m'avait demandé d'avoir une description aussi des groupes de travail, de voir un petit peu comment on s'organisait dans nos groupes de travail pour mener à bien les actions du plan. Et puis ensuite, je vais vous faire un état des lieux de ce que l'on a financé cette année, en faisant un lien avec la filière G2M sur le TP des PNDS, et puis vous donner un calendrier à la fin des appels à projets qu'on a prévus pour cette année, de façon à ce que vous mobilisiez déjà pour pouvoir travailler dans ce champ-là. Vous êtes une filière où il y a du monde, où il y a des centres très actifs et qui bénéficient d'une structuration avec la société savante et les erreurs innées du métabolisme, qui fait qu'il y a quelque chose de très mature, et appuyez-vous là-dessus. Donc simplement, je ne reviens pas plus que ça, mais on en est au 3e plan maladie rare. Ce 3e plan maladie rare, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce premier plan maladie rare. Et donc la base de tout, c'est également la structuration en centre de référence, centre de compétences. Et sans ce noyau dur, je dirais, on ne pourrait pas capitaliser et faire ce que l'on a à faire cette année. Je pense que le micro a lâché. C'est pas grave, je vais parler avec cela. Donc voilà un petit peu nos plans. Donc premier plan, les centres de référence. 2e plan, le lancement en 2014 des filières de santé maladies rares. 3e plan, donc 2e plan également, une officialisation de la BNDMR qui existait déjà bien sûr, mais qui a été soutenue avec un accord entre la DGOS et puis la BNDMR en 2015, donc quelque chose de beaucoup plus établi. Et puis maintenant le 3e plan maladie rare, avec l'idée du diagnostic pour chacun et d'un traitement pour chacun. Donc c'est très ambitieux, on sait très bien qu'en 5 ans on n'y arrivera pas, mais ce que l'on veut, c'est pouvoir repousser les curseurs. Des traitements prometteurs arrivent. Ce que l'on veut maintenant, c'est que ça passe de la recherche à la clinique et qu'on puisse aboutir à de nouveaux traitements et puis des diagnostics plus rapides. On voit bien que les plateformes génomiques se mettent en place. Nous avons les préindications. Cet après-midi, nous serons pour beaucoup à la Pitié-Salpêtrière sur tous ceux qui ont eu des préindications, avec un travail avec Avisan, avec l'INSERM et le ministère de la Recherche. Donc c'est très important aussi de se projeter aussi dans l'avenir et dans un paysage qui bouge, mais sur lequel on peut capitaliser avec des fondations qui sont très solides. Donc pour le 3e plan maladie rare, je dirais qu'on a pu avoir, juste avant le lancement de ce 3e plan qui était en juillet 2018, on a eu l'année précédente une relabellisation des centres de référence maladie rare et officiellement aussi des centres de compétences qui n'avaient pas été faits en 2004-2005 pour les centres de compétences où il n'y avait pas une labellisation avec un arrêté officiel. Donc là, c'était important de le noter. Pour cette relabellisation des centres, il faut que vous ayez conscience qu'il y a des règles de file active. Bon, ça c'est assez classique. Ce qui a été mis en place dans cette relabellisation, et je vous le dis aujourd'hui pour que certains qui seraient prêts pour 2022 commencent à se préparer, l'accent est quand même beaucoup mis sur la recherche par rapport à avant, c'est-à-dire qu'il faut être PI pour un centre de constitutif principal pour un projet, pour un centre coordonnateur de 2 projets, il faut avoir des publications de bon niveau en 1er, 2e auteur ou dernier auteur importante. Donc ça c'est quelque chose, il faut l'avoir en tête, parce que c'est pas quelque chose, quand l'appel à un projet sortira, vous n'aurez plus le temps de le faire. Et tandis que là on est en 2020, vous avez 2 ans et demi, 3 ans pour vous préparer, pour ceux qui sont matures et mûrs. Je crois que c'est aussi le rôle des filières de pouvoir accompagner des centres de compétences à peut-être passer une marche.
Donc voilà ce que j'ai à dire. Et la filière G2M est très structurée avec 19 centres de référence maladies rares, 7 sites coordonnateurs, 12 sites constitutifs et 47 centres de compétences maladies rares. On a donc 23 filières de santé maladies rares et puis, pas tout à fait en miroir, mais 24 réseaux européens maladies rares, ERN, donc métable ERN pour la filière G2M, mais pas que. On a vu au moment des endossements, il y a eu un call pour de nouveaux centres fin novembre. La filière a également endossé pour l'ERN Rare Liver. Donc, typiquement pour le Wilson et pour des maladies de surcharge du foie, c'est aussi un ERN sur lequel il faut compter. Donc il y a eu on attend les résultats. Officiellement, ce sera pas avant le lancement officiel, ce sera pas avant janvier 2021. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec ces réseaux européens de référence, on a un tiers de ces réseaux qui sont quand même coordonnés en France. Nous, au ministère, on organise régulièrement des réunions Europe avec ces coordonnateurs et puis étroitement aussi avec souvent c'est les directions recherche des hôpitaux qui accueillent ces coordinations de RN qui sont aussi très actives à l'Europe et je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur eux et sur leur travail. Et puis, pour finir, on a des associations de personnes malades qui sont très impliquées dans le plan, très impliquées dans chaque comité de pilotage des 23 filières. C'est une demande et c'est inscrit dans le cahier des charges d'une filière, mais aussi des centres de référence et des centres de compétences. C'est quelque chose qui avait été mis en place, je dirais, depuis 2004-2005 de façon très importante. Ça dure et il faut avoir cette idée-là que nous aussi, dans nos groupes de travail, on a cette pluralité de compétences qui permet d'avoir des visions transversales. Donc un plan ambitieux avec 5 ambitions, un diagnostic rapide pour chacun, innover pour traiter, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, communiquer et former, moderniser, organiser et optimiser les financements. Donc ça paraît un peu du jargon, mais je ne suis pas seule à la mission maladie rare. J'ai une adjointe, enfin c'est pas une adjointe, en France on dirait une adjointe, mais je veux dire, dans notre équipe, on est une équipe et donc Julie avec qui je travaille s'occupe plus de l'aspect financier et elle a à cœur de faire un gros travail sur Pyramide, un gros travail de façon à avoir une meilleure équité entre des déclarations parfois qui peuvent être un peu excessives puisqu'il n'y a pas de contrôle et le fait de pouvoir quand même avoir des arguments clairs et solides pour pouvoir bien mesurer l'activité et puis également les RCP, etc. Donc ça demande de votre part beaucoup de travail et on veut pouvoir le valoriser à sa juste mesure. Donc ce plan est décliné en 11 axes. Donc j'ai juste fait des petits focus qui rappelleront après les appels à projets. Donc les slides, vous pourrez les avoir. Donc je ne vais pas tout décliner. Simplement, l'axe 1 est clairement sur réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Donc il y a eu un accompagnement pour que chaque filière se dote d'un outil de réunion de concertation pluridisciplinaire, un outil RCP. Cet outil RCP doit permettre de faire des RCP nationales, mais il est aussi utilisable pour faire des RCP locales. Hein. C'est pas du tout stringent, mais donc c'est important de savoir que derrière il y a une vraie mobilisation de tous. Il y a la question de l'action 1.7 qui vise à pouvoir, en fait, ce qu'on a essayé de travailler cette année avec les filières, c'est tout le parcours du diagnostic. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'avoir, en envoi vers les plateformes génomiques, des vraies personnes en impasse de diagnostic. Et on ne peut pas envoyer des échantillons de personnes où on se serait arrêté au milieu du parcours de diagnostic et finalement certains examens qui, avec l'évolution des techniques, etc., on pourrait avoir accès à des examens plus en routine, sans pour autant passer tout de suite vers la génomique et je dirais prendre tout de suite le plus large spectre. Donc c'est important aussi que chaque filière puisse faire un travail avec la BNDMR, donc je présenterai très succinctement, mais on a déjà des données pour pouvoir caractériser par rapport à 4 niveaux de diagnostic, indéterminé, confirmé, etc. Et je crois qu'il faut
pouvoir avoir cette homogénéisation pour le remplissage dans la BNDMR, ça aidera à pouvoir mieux repérer les vraies personnes en situation d'impasse de diagnostic. Donc on a eu un pré-pilote avec la filière Finemus, et puis on a également, et ça c'est un enjeu très très important, le déploiement de la fiche maladie rare et du set de données minimum maladie rare dans les dossiers patients informatisés. Donc il y a 18 hôpitaux pilotes, mais il faut se rendre compte que ces 18 hôpitaux pilotes, il y en a un des pilotes, c'est la PHP, donc ça fait déjà 49% des centres de référence. Donc les 18 hôpitaux embarquent déjà énormément de centres de référence et de centres de compétences. Et donc l'idée, c'est que vous n'ayez pas de double saisie, qu'il y ait à partir du dossier patient informatisé la fiche du set de données minimum maladie rare, qui rentre directement dans Bamara et qu'ensuite ça puisse partir, bien sûr, avec le consentement du patient, en recherche dans l'entrepôt de la BNDMR. Donc ça, c'est un enjeu important. Donc nous, DGOS, on a financé ce pré-pilote avec les 18 hôpitaux, mais on regarde comment accompagner ce financement et que l'ensemble des 120 hôpitaux qui ont Bamara, pas tout à fait Bamara, mais qui auront Bamara à l'issue de tout le déploiement, puissent avoir ce dossier patient informatisé avec la fiche maladie rare afin d'éviter les doubles saisies. Ça nous paraît essentiel. Ensuite, pour d'autres axes de travail, donc je développerai plus, l'accès à l'éducation thérapeutique du patient. Dans les maladies rares, on était un peu les parents pauvres pour ce sujet-là. Les PNDS, c'est la même chose, mais il faut aussi vous donner les moyens. On accompagne financièrement d'enveloppes quand même importantes, parce que un nouveau PNDS, c'est 30 000 € quand même pour le porteur. Les nouveaux programmes d'éducation thérapeutique, c'est 45 000 €, donc c'est pas rien, mais parce que derrière, il y a du temps humain, il y a du temps de formation, il y a énormément de choses, et je pense qu'il faut aussi avoir des logiques au niveau des établissements pour pouvoir peut-être mutualiser des personnes compétentes en éducation thérapeutique pour pouvoir aider à créer les modules et puis le programme d'éducation thérapeutique du patient. On a également la partie formation dans ce plan, qui est une partie qui est plus délicate parce que je dirais qu'on n'a pas la main. Et d'une certaine manière, vous êtes nombreux ici à avoir des fonctions universitaires, PU, PH, et puis également comme PH. Enfin, vous êtes nombreux à faire de la formation. Vous savez que l'enjeu de la formation initiale aussi est très important. Donc évidemment, on ne formera pas aux 6 à 8 000 maladies rares, mais ce que l'on veut, c'est que chaque étudiant de médecine et puis pharmacien puisse avoir la notion de la pédagogie du doute. C'est-à-dire que quand il va avoir un cas complexe, au moins de savoir où orienter la personne. C'est la base. Et donc on pousse vraiment à ce qu'il puisse y avoir dans la formation initiale cette formation pour les maladies rares. Et puis on a un rôle renforcé des filières de santé. Je pense que les chargés de mission, Asa, la chef de projet, Pascal, s'en rendent compte. C'est beaucoup de travail parce que le plan s'appuie énormément sur les filières de santé maladies rares parce que cette coordination nous permet en fait d'être plus réactifs et nous permet en fait de travailler de manière plus fluide avec les centres de référence et les centres de compétences. Donc c'est pour nous très important. Donc ce plan, c'est 55 actions sur 5 ans, 23 actions par la mission maladie rare directement. Ensuite, on a la DGRI avec 10 actions, 8 par la DGS, ça va être tout ce qui est l'axe 4 sur les traitements, les médicaments. On a également la DSS il faut que je réactualise la carte, mais par rapport au deuxième plan maladie rare, on a la sécurité sociale, la DSS, qui est impliquée dans 2 de nos actions, la 4.1 et la 4.3. Je crois que c'est important de le noter. On a aussi tout ce qui est autour du handicap. Il y a le 3e schéma handicap rare qui va être publié au milieu de l'année. Et puis il y a le lien également avec la loi de bioéthique. Là on est, je dirais, au milieu du gué. Mais il y a des actions qui nous impactent directement, notamment pour les conseillers en génétique. Et puis on a des actions pilotées par Avisan aussi, avec la Fondation Maladies Rares et puis Eradico, qui est important compte tenu des cohortes maladies rares et MPS que l'on a
chez Radico. Donc les groupes de travail, on a la filière G2M, alors de la même manière que Pascal l'a dit tout à l'heure, il est possible de sortir d'un groupe et d'aller dans un autre groupe. Si vous avez une compétence particulière sur tel ou tel sujet, nos groupes ne sont pas figés, donc vous me le dites, vous faites remonter par hasard. C'est important aussi que les filières s'appuient sur des professionnels vraiment compétents. Donc voilà ces groupes. On a dans ces groupes de diagnostic également des sociétés savantes qui sont impliquées, notamment pour le groupe PNMR3 et PFMG. Donc c'est important d'avoir aussi les labos qui travaillent étroitement sur ce sujet-là. Et il y a la question de la formation avec la médecine génomique est un enjeu majeur. Donc on l'a évoqué la dernière fois. Donc c'est quelque chose sur lequel on sera attentif. On a des groupes sur le parcours de soins, l'éducation thérapeutique, le dossier médical partagé avec un onglet maladie rare. Ça c'est un groupe où on veut vraiment essayer de travailler avec la CNAM de façon active pour pouvoir avoir une fiche patient remarquable. Tout ce qui est outre-mer, il y a des plateformes outre-mer qui ont été mises en place, des plateformes d'expertise également qui ont été mises en place, expertise maladie rare, pour aider localement sur le terrain. Et puis donc un groupe de travail formation, BNDMR et tout côté financier, et puis des groupes qui sont directement pilotés par la recherche. Et donc il faut que vous ayez en tête les appels à projets qui vous correspondront, qui sont importants. C'est l'action 5.4 qui est pour l'entrepôt des impasses de diagnostic, et puis la suite de Radico, sans être tout à fait la suite de Radico, mais c'est l'action 3.2 et qui sera avec un financement PIA et piloté par l'INSEM. Donc on a des moyens quand même, des moyens pour vous soutenir. On travaille avec ces appels à projets avec des jurys, on essaye d'être le plus transparent possible et le plus juste possible, c'est important. Donc voilà un petit peu comment on peut vous soutenir. Et puis dans les détails, on a donc eu ces plateformes outre-mer. Alors certaines maladies métaboliques sont quand même très présentes outre-mer. On sait qu'il y a certains foyers qui existent en Guyane. Enfin il y a des endroits qui sont très sensibles, et je pense que ces plateformes outre-mer vont pouvoir aussi vous aider dans votre travail pour pouvoir faire un lien par la télémédecine avec des nouveaux moyens, faire un lien entre l'outre-mer et puis vos filières et vos centres de référence. C'est quelque chose qui se fait déjà depuis longtemps. Vous n'avez pas attendu les filières pour que les centres travaillent à l'outre-mer. Rodebert Debré a un travail historique, je dirais, sur certains pays, Bordeaux aussi. Enfin, il y a vraiment toute et nous, on capitalise sur cette histoire aussi pour pouvoir avancer sur ces plateformes de coordination outre-mer. On a par rapport à nos appels à projets, donc là on est sur le parcours du soin, l'appel à projet qui était sur l'éducation thérapeutique du patient. Donc on a eu le retour des candidatures était le 10 octobre. Il y a eu 139 dossiers reçus. Donc nous on a des enveloppes fermées. L'enveloppe pour accompagner cet appel à projet était de 2 millions d'euros, et donc il a fallu faire des choix. On a été... alors c'est compliqué parce que les maladies rares débutent très souvent dans l'enfance. Les programmes d'éducation thérapeutique sont parfois pour les aidants. Certaines ARS sont très strictes sur qui a accès au programme d'éducation thérapeutique du patient. Donc il faut vraiment pouvoir, dans la présentation de la lettre d'intention, pouvoir démontrer que la formation de l'aidant est là pour aider le parcours médical et le parcours de soins du malade. Il faut vraiment pouvoir réussir à bien le faire passer, parce que voilà, le jury était assez à cheval sur ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient. Donc certains ont été déçus, mais voilà, il faut bien rentrer dans le champ de l'éducation thérapeutique, et ce n'est pas un appel à projet pour aider des parcours de soins, ou pour tout ce qui est numérique. C'est pas un appel à projet pour valider un outil. L'outil, ça va être le support, mais c'est pas l'objectif de l'appel à projet. Donc on a eu aussi certains programmes présentés qui étaient plus la validation d'un outil ETP. Donc pour la filière G2M, on a eu donc 4 dossiers acceptés pour 4 nouveaux programmes. Donc voici un peu les programmes qui ont été acceptés, donc sur Toulouse, sur Necker, sur Lille et puis la Timone. Donc je vous souhaite
bonne suite, parce que c'est quelque chose qui est passionnant. Vous devez construire ça avec les associations. Ce qui est très intéressant, c'est la formation. Surtout, faites ça avec... vous pouvez aussi construire le programme d'éducation thérapeutique et vous former en même temps. C'est des formations actions, c'est très pertinent. Et puis, il faut le voir aussi comme une opportunité dans votre façon de travailler, parce que ça crée du lien avec des personnes avec qui vous êtes dans des relations de hiérarchie parfois un peu différentes. Et donc, ça rebat un peu les cartes, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie, c'est un partage entre pairs. Donc, il y a vraiment de très bonnes choses qui sont, à mon avis, importantes également dans le travail. Pour la suite également de ces plateformes, on aura un soutien aussi, je dirais, de plateformes d'expertise maladies rares. On s'est inspiré de ce qui se faisait pour le sida avec les co-révis, avec toute une coordination régionale. Donc c'est cette idée qui a été reprise pour ces plateformes d'expertise qui sont complémentaires des filières. Il ne faut pas du tout les voir comme quelque chose concurrent. Elles vont être au contraire un soutien sur un maillage beaucoup plus fin que la filière. Et je crois que c'est surtout un atout pour les centres de compétences, parce que dans beaucoup de dossiers qu'on a évalués et acceptés, à chaque fois les centres de compétences étaient nommés. On sait bien qu'ils n'ont pas de moyens, et ce sera un moyen de pouvoir les aider également par rapport au remplissage à la BNDMR avec du temps d'ARC pour pouvoir rentrer les données. Donc voilà les plateformes qui ont été validées. Et puis le prochain appel à projet se fera très rapidement à la fin de cette année, pour que dès l'année prochaine, on ait également les 10 prochaines autres plateformes. Donc tous ceux qui n'ont pas pu être pris à cette première vague sauront que très rapidement, ils vont pouvoir quand même candidater de nouveau. Et j'en ai reçu plusieurs au téléphone pour pouvoir un peu expliquer pourquoi ils n'avaient pas été pris, et de façon à ce que leur dossier soit un peu plus complet pour la prochaine fois. Donc l'axe sans diagnostic, simplement, rapidement, pour vous dire que l'action 1.7 est très importante pour nous. Elle donne un rôle important au centre de référence avec l'appui des filières pour, alors c'est un très gros mot, un registre national dynamique, c'est plutôt une base de données, c'est en tous les cas savoir, et le fait que ce soit dynamique, c'est le fait qu'on réinterroge les dossiers. Certains dossiers sans diagnostic vont pouvoir être reconsidérés, et finalement on va pouvoir trouver des diagnostics, on va pouvoir mieux décrire un petit peu la population, et donc on a eu ce pré-pilote. Donc vous savez le souci de ne pas avoir de diagnostic, les conséquences de l'errance, notamment pour des démarches administratives, quoi que disent les MDPH. À chaque fois, elles disent « mais nous, on ne regarde que le retentissement fonctionnel de la maladie ». Quand vous avez un diagnostic, les choses sont beaucoup plus faciles, hein, donc c'est quand même une évidence. Donc c'est important également pour ça, c'est important pour le conseil génétique, c'est important pour la recherche. On ne peut pas avoir de recherche si on ne connaît pas la physiopathologie, si on ne connaît pas le fonctionnement du problème, donc le dysfonctionnement. Et puis je pense qu'il faut le voir aussi comme une opportunité aussi pour de la recherche, pour des essais cliniques et pour de nouveaux traitements. Donc ce travail en cours est fait avec toutes les filières. On a vraiment une méthode avec la BNDMR pour essayer de voir une confirmation de diagnostic, et on fait bien la différence entre le diagnostic clinique que l'on peut avoir notamment pour les maladies neuromusculaires, et le diagnostic étiologique, et je dirais au niveau de la génétique, quel est le souci, et c'est là où les plateformes génomiques rentrent en compte. On a une approche vraiment par filière, et je dirais que dans des filières qui sont, comme vous, assez étendues, dans le sens où il peut y avoir aussi au sein d'une même filière, c'est pas une seule pathologie, et donc il y a aussi besoin d'avoir des parcours qui sont ciselés en fonction du groupe de maladies. C'est pour ça que je pense que cette mesure du sans diagnostic, elle ne peut pas s'entendre sans tout ce que l'on met sur les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, les PNDS, avec un financement, parce que dans les PNDS, on a bien le mot diagnostic. Dans le mot diagnostic, vous avez l'idée d'arbre décisionnel, la capacité d'avoir une structuration dans ce diagnostic, et ce que l'on aimerait beaucoup, c'est
harmonisation, une homogénéisation, c'est-à-dire que quel que soit le centre de référence pour une même maladie, le parcours de diagnostic soit le même, de façon à pouvoir être plus efficace. Donc ça, c'est également un gros travail qui repose sur vous, et donc je pense que cet appel à projet peut aider pour les PNDS. Donc simplement pour vous dire rapidement, cet appel à projet a eu lieu donc cette année, mais il sera reconduit chaque année. On a donc eu 150 nouveaux PNDS, 28 PNDS à actualiser, et c'est un financement sur 2 ans, c'est-à-dire qu'on a donné 50% l'année dernière, et puis à l'issue de la fin du PNDS, quand il sera publié sur le site de la HAS, on donnera les 50 autres pourcents. Donc on a donc un retour des filières sur le fléchage des crédits. Donc il y a 71 centres de référence qui ont eu un financement, 11 filières et 23 établissements de santé. Donc pour la filière G2M, il y a eu 10 projets PNDS qui ont été reçus, validés, et donc vous avez Tours, Marseille, La Pitié, de nouveau Marseille, Necker, Trousseau, la Fondation Rothschild, Garches, et puis Antoine Béclair. Donc merci pour votre mobilisation, parce que derrière, nous c'est plus facile, je dirais, on organise le jury, on vous finance, mais tout le travail repose sur vous, et on sait très bien que c'est un très gros travail, les PNDS, mais qui sont très importants. Donc on a l'objectif simplement de et donc c'est en lien avec notre action 1.7, donc cet observatoire, c'est les fait d'avoir des éléments précis sur le nombre de patients concernés par ces sans diagnostic, et puis leur distance au diagnostic. Et puis on cherche à savoir aussi au niveau national, vous pouvez avoir des cas, on sait bien qu'il y a une hétérogénéité aussi au sein d'une même maladie, et c'est de pouvoir détecter aussi au niveau national vos cas un peu hors normes, de façon à pouvoir faire des tableaux similaires de patients sans diagnostic qui auraient quand même des diagnostics cliniques similaires. Donc on a aussi avec la BNDMR l'idée de pouvoir avoir un algorithme d'alerte pour voir tous ceux qui sont sans diagnostic depuis un certain temps, et pouvoir peut-être les recontacter et pouvoir refaire de nouvelles explorations. Donc c'est une action qui est complètement en lien avec l'action pilotée par la recherche, le ministère de la Recherche, la DGRI, qui est l'action 5.4 du plan maladie rare. Donc ça c'est important. C'est une action qui se vit en interfilière avec toutes nos filières de santé maladie rare, parce qu'on veut savoir aussi quels sont vos besoins et comment vous allez pouvoir avoir les moyens pour mettre en place cette action, de pouvoir reconsidérer les dossiers. Donc nous, c'est une action qui est financée, qui aura un financement à la clé, et on accompagnera complètement les centres avec des moyens humains pour pouvoir faire ce travail, je dirais, de dark et tech aussi, pour pouvoir reconsidérer les dossiers. Parce qu'on aura besoin de pouvoir aller fouiller et aller à la mine, je dirais. Donc c'est important aussi de pouvoir avoir ce travail et qui pourra peut-être se réfléchir aussi sur des territoires, sur des hôpitaux, pour pouvoir mutualiser peut-être certains postes entre centres. Donc on a l'idée de ce pré-pilote, ce que ce pré-pilote Finemus pour cette action a pu montrer, c'est qu'il était possible, ils avaient fait le choix d'avoir un recueil complémentaire sur deux de leurs pathologies. Ils ont réussi à pouvoir avoir un recrutement pour ce recueil de 750 patients, 250 patients par centre de référence, donc, mais ça demandait du temps humain pour pouvoir le faire. Ensuite, il y a eu par rapport au set de données minimum, on s'aperçoit qu'en fait il est très complet. On peut, si on le travaille bien, renforcer l'homogénéisation et la complétude du codage, et déjà ça nous donnera un très bon, une très bonne vision des sans diagnostics. Et puis l'importance du parcours de soins, ce que ça nous a montré, c'est aussi toute l'importance du parcours de soins en amont de l'arrivée vers les centres de compétences ou les centres de référence, et comment on fait pour réduire ce temps d'errance avant que les familles et avant que les adultes puissent trouver un spécialiste qui puisse bien les aiguiller. Ça, on a à travailler plus étroitement, et on soutient beaucoup les filières pour faire un travail vers les médecins généralistes, les médecins spécialistes de ville, et je crois qu'il faut qu'on renforce également ce lien-là.
Donc le point en cours pour les filières, c'est donc cet observatoire de diagnostic en lien avec l'action 1.7, c'est les RCP, c'est le plan France Médecine Génomique, 21 filières sur 23 sont maintenant concernés par les préindications. On a vraiment un groupe de travail dynamique qui se réunit tous les 2 mois et je crois que c'était important de faire du lien. Il y avait des signaux d'alarme l'année dernière sur le lien entre PNMR3, PFMG et nous on est là, Mission Maladie Rare, pour mettre de l'huile dans les rouages et vraiment aider à ce que les 2 plans puissent s'articuler ensemble le mieux possible. Donc on est là pour vous aider. Et puis je finirai sur simplement vous dire, notre groupe formation a choisi des thématiques. Surtout, emparez-vous de ces thématiques parce que nous, dans l'évaluation des actions des filières, les filières ont reçu chacune 50 000 € et nous, il faut que ça rentre dans ce champ-là. Après, elles peuvent financer d'autres types de formations. Alors, on a été quand même assez loin dans les formations, information, situation d'urgence, complexe, handicap, déficience intellectuelle, toutes les questions médecine de ville, les paramédicaux, les territoires d'outre-mer, la transition. On a mis ensemble jeunes médecins et jeunes adultes et jeunes patients, mais c'est l'idée en tous les cas des jeunes, comment on fait pour les former, les patients experts, les associations, la formation, la médecine génomique, l'éthique en santé. Je pense que quand on voit les débats de la loi de bioéthique, on sait bien qu'on est complètement concerné sur ce sujet-là, donc comment on travaille avec les espaces régionaux d'éthique, et puis on a tout ce qui est formation innovante avec des nouveaux moyens pour faire de la formation. Donc pour le calendrier prévisionnel, comme ça vous ne serez pas pris de court, sachez que les PNDS vont sortir très rapidement, l'idée étant de pouvoir avoir un jury, c'est-à-dire un retour de candidature vers la fin avril. Pour ceux qui, et ça la filière pourra déjà transmettre ce qui était sorti l'année dernière, il y a très peu de choses qui bougeront, donc il faut déjà partir sur ce qui avait déjà été publié dans la note d'information. Ensuite, nous, on a tout un travail par rapport à l'éducation thérapeutique. On voudrait permettre maintenant, ce qui n'était pas le cas cette année, aux centres de compétences, s'ils sont en lien avec leur filière de santé maladie rare, de pouvoir soutenir certains centres de compétences qui sont tout à fait capables de faire et qui, pour certains, sont déjà formés à l'éducation thérapeutique du patient, à aussi proposer des programmes. Ça nous paraissait important aussi de soutenir les centres de compétences maladies rares. Et puis, on a également donc toute notre financement sur les centres diagnostiques, l'action 1.5 que je vous ai présentée. C'est quelque chose qui va vous mobiliser et qui demande du temps. Et donc, on va peut-être partir plus sur, comme les filières ont déjà fait tout un travail avec la BNDMR pour savoir un petit peu dans quel champ elles voulaient travailler avec des 3 scénarios possibles. On va peut-être travailler sous forme de lettres d'engagement, de façon à ce que la filière décrive, avec le scénario qui lui convient le mieux, comment elle va pouvoir mettre ça en place et comment nous, financièrement, on peut accompagner la filière avec du temps humain réparti un petit peu partout pour pouvoir faire cette réinterrogation des dossiers et pouvoir travailler la question des centres diagnostiques et mieux identifier les réelles impasses de diagnostic. On a donc tout le côté donc ETP, PNDS et puis nos plateformes. Donc, comme vous, on ne va pas manquer de travail, mais je pense que c'est important et c'est que comme ça qu'on peut avoir une dynamique positive. Donc je suis désolée, ça prenait un peu de temps, mais un quart d'heure, 20 minutes pour un panorama du plan maladie rare de l'axe 1 à l'axe 11. Merci. Merci infiniment Anne-Sophie. On va pouvoir poser des questions à Anne-Sophie. Je voudrais... Vas-y Nadia. Merci Anne-Sophie. Je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais je vais essayer. Enfin, bravo et merci d'être là parce que cette dynamique et cette proximité avec le terrain et puis ces financements finalement, qui n'étaient pas aussi clairs dans les 2 PNMR, nous aident beaucoup. Moi, j'ai une question concernant, mais peut-être que le groupe BNDMR va avoir la solution et le groupe plutôt PNDS. J'ai vu que les PNDS étaient dans Orphanet. J'ai vu qu'il y avait un gros travail d'Orphanet qui mettait vraiment beaucoup de documents, dont les PNDS, dans son site. Je me demande comment est-ce qu'on peut valoriser encore plus ces PNDS
qui sont très fournis en les traduisant en anglais. Et est-ce le travail du ministère? Est-ce le travail des filières? Est-ce qu'il y a un financement pour cela? Parce que je pense que ça peut aider beaucoup de nos collègues dans certains pays. Alors, pour le financement, je pense que une partie du financement PNDS, les reliquats, etc., il n'y a aucun problème pour que ça serve à ça. Pour la traduction, etc. C'est évident, ça me paraît tout à fait logique. On ne change pas d'objet. Après, il faut voir ce que d'autres filières font. Il faut absolument se rapprocher de FAI2R. Il y a un très gros travail fait avec Orphanet et ils vont avoir à la clé, ils ont essayé de... Et Erika Chula en avait parlé une fois. Ils ont réussi à avoir un espèce de modèle de PNDS qui ensuite peut faire un article qui va être dans Orphanet Journal et ensuite avoir des fiches qui seront travaillées avec les RN avec un soutien d'Orphanet. Et donc il y a déjà quelque chose, il y a un budget là-dessus. Donc je vous invite à voir avec Anarat, avec Orphanet, comment d'autres filières pourraient s'emparer, parce que tu as tout à fait raison, il faut donner une visibilité à l'international à ce travail qui a mobilisé beaucoup de professionnels. Donc effectivement, on a rencontré en TC Orphanet, l'équipe d'Orphanet, et on pensait aussi que le budget dont on va reparler des 50 000 € formation pouvait aussi faire pour les traductions du PNDS, en faire l'objet, en dehors d'autres choses qui vont être abordées dans ces 50 000 € qu'on va définir ensemble. Oui, c'est des guidelines, des bonnes pratiques. Oui, dans les 50 000 €, parce qu'Anne-Sophie ne sera pas là quand on en parlera, il y avait des très bonnes idées de journée junior par Marie Tardieu. On a vu des journaux pour médecins généralistes et on fera des petits articles dans les médecins généralistes. Ça c'était déjà fait. Et donc ça c'était pour les 50 000 €. Moi j'avais une question. Est-ce que les PNDS peuvent être portés par des centres de compétences? Alors, pourquoi pas? J'en parle à nos collègues parce que c'est Julie qui s'occupe plus des PNDS. Je vois pas pourquoi on assouplirait la règle des... Après, notre souci, c'est le financement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'UG pour les centres de compétences, donc on ne peut pas le flécher. Mais si la filière... Oui, mais si la filière peut soutenir et après faire une convention ou des choses comme ça avec l'hôpital... Je pense qu'il n'y a pas de... Je ne vois pas ce qui empêcherait. Et donc, ce qu'on a réfléchi pour les centres de compétences pour le TP, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible de le faire pour le PNDS. Donc, vous nous en faites un retour avant l'appel à projet, ce serait vraiment bien. En plus, PNDS, c'est du boulot. Donc, on a tous déjà des PNDS en cours. Tout à fait. Il ne faut pas que ce soit toujours sur les mêmes. Qui sont excellents et qui seront contents de faire des PNDS. Et on fait un arrangement avec ça motive. Ma deuxième question, c'était comme tu seras... Mais ce matin, on va parler de la CNAM. C'est juste, il y a aussi Marc d'Antoine qui est là de la CNAM. Donc, il y a deux actions qu'on aimerait vraiment monter en G2M. Tu en connais une. Alors déjà, c'est la connexion PNDS-CNAM. Ça, on n'en avait pas reparlé parce qu'un jour, dans les PNDS, tu as toute la liste des médicaments. Donc un jour, ce travail énorme de l'équipe CNAM filière avec François Feuillet et tant d'autres, la liste des médicaments dans les PNDS doit être connectée à la CNAM. Et ensuite, bien sûr, BNDMR CNAM. Et là, BNDMR CNAM, le rêve un jour, c'est que les ALD17 passent directement, soient faites et qu'on n'ait pas les... si un patient est vu dans un centre de référence aux compétences tous les 5 ans, on en reviendra. Et donc, un lien direct CNAM, BNDMR, on voudrait vraiment faire une action phare en 2020. Et puis, pour l'errance diagnostique, parce qu'en fait, la CNAM connaît parfaitement les errances diagnostiques, donc on en reparlera, mais je suis pas sûre que tu sois là tout à l'heure, donc c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait monter. J'ai essayé de la matinée, j'ai cru que c'était dans la matinée, non, ce groupe de travail. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Anne-Sophie? Si vous pouvez vous présenter, parce que je vous connais, mais je me souviens. David Cheyan, biologiste à Lyon, et on se connaît au comité de pilotage du dépistage. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'avais une question qui n'est pas du dépistage pour changer. À la DGOS, il y a un programme de soutien pour la création de laboratoires de référence dans le cadre de l'accréditation. Voilà. Et je me posais la question de pouvoir interfacer un peu plus que pour les problèmes de sous-traitance ces labellisations qui sont en cours, parce que beaucoup de dossiers traitent de maladies rares. Pour en avoir expertisé quand même, on fait partie du groupe avec un certain nombre de collègues ici. Et je me disais qu'on pouvait, dans les points qui ont été évoqués, notamment sur le diagnostic, il y a une part importante, une particularité quand même des laboratoires de G2M, et donc de pouvoir interfacer peut-être ce positionnement et cette labellisation de laboratoires de référence avec les plans maladies rares. Oui.
Voilà. Et donc, comme vous êtes des GOS... Oui, oui, oui. Alors, si on a du lien, alors... Moi, je suis en lien avec la personne qui a piloté cet appel à candidature, etc. J'étais à la première réunion. Et donc, je suis en lien avec, effectivement, avec ce bureau-là. Et ce qui n'y avait pas avant. Et donc, je pense que c'est très important que l'on fasse ce lien. Et puis, il y aura le lien quand même avec le plan France Médecine Génomique. Il y a plein d'autres choses qui rentrent derrière. Ouais. Triangulation à faire parce que on voit bien que ces laboratoires de référence, il y a un objectif qui est très fonctionnel, mais il manque peut-être un objectif un peu supérieur. Et je trouve que ça donne du sens avec ces axes que vous avez. Oui, 1.7, l'axe 1. Oui. Jean-Michel. Anne-Sophie, bonjour. C'est un vrai plaisir d'entendre cet exposé sur ce que les multiples implications de la DGOS, bon, ça progresse. J'ai une question spécifique. La DGOS en tant que telle peut saisir la HAS. Ça doit pouvoir être possible, je pense. Écoute, je ne sais pas, la DGS, ça j'ai vu. D'accord. Et donc, on a eu cette semaine les informations sur toute la redéfinition des maladies qui font l'objet d'un dépistage. Oui, avec les 7 maladies métaboliques. On était très, très contents d'apprendre ça et en même temps un peu déçus de se rendre compte qu'il y avait un certain nombre d'autres maladies pour lesquelles on pense qu'au moins un débat serait justifié et qu'il n'y a pas eu lieu. Donc en particulier, comme tu peux l'imaginer, tout ce qui touche les maladies lysosomales et en particulier un certain nombre de mucopolysaccharidoses. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de relancer un processus de réflexion à ce sujet? Est-ce que la DGOS ne serait pas l'instance la mieux placée pour mettre la fusée en orbite pendant plusieurs années? Alors, je vais avoir une réponse à 2 niveaux. C'est-à-dire que pour moi, le processus n'est jamais arrêté. Et en fait, là, il y a eu un avis, mais ce processus, il est en permanence reconsidéré en fonction de la littérature, des publications, du bénéfice, etc. Donc il ne faut pas le voir comme un arrêt pour la suite. Après, l'autre question que j'entends, c'est le timing. C'est-à-dire qu'évidemment, si on se remet dans un processus, c'est pas dans un mois qu'il y aura une reconsidération pour le DNN. En fait, ce qui est assez pas sensible, mais il y a un lien ministère de la Santé et HAS, et en même temps une indépendance de la HAS. Et donc c'est la HAS qui, sur ces questions de dépistage néonatal, s'empare des sujets et ensuite revoit et font des arrêtés, etc. Donc c'est à la fois l'indépendance, il y a un lien, HAS, ministère, et autonomie aussi de travail d'une institution. C'est bien pour ça qu'il faut faire une saisine. Oui, mais il y a des saisines, j'en ai vu plusieurs, mais sur ce sujet-là, comme le résultat, le rendu vient d'être rendu, je ne suis pas persuadée que, en tous les cas, ce n'est pas la mission maladie rare, ça c'est sûr, mais au niveau de la DGS, je ne suis pas persuadée qu'ils se remettent tout de suite dans une nouvelle saisine. C'est évidemment quelque chose qu'il faudra remettre au goût du jour, mais pas tout de suite. Je ne sais pas si David a un avis là-dessus. Il connaît bien de l'intérieur comment ça fonctionne. Un commentaire. Oui. Quand on avait fait la saisine avec la DGS et les sociétés savantes, on avait initialement intégré toutes les maladies métaboliques dépistables. C'est-à-dire, ok, ce qu'on peut faire en spectrométrie de masse, les maladies métabolisme intermédiaire, les maladies lysosomales, la galactosémie, l'adrénoleucodystrophilie Alix, donc tout ce qui pouvait être dépisté. Et en fait, l'HAS a souhaité faire couper en disant on va d'abord se concentrer sur notre retard. En gros, pour faire simple. Mais je pense que la porte, elle est pas fermée. Donc la suite. Et donc ça veut dire que par rapport à la conclusion qui a été apportée, par rapport à la requête initiale, il y a probablement une porte. Donc ils n'ont pas considéré l'ensemble. Pour que les sociétés savantes reportent une question en disant maintenant qu'on a répondu à la première question,
Est-ce qu'à la deuxième question, à laquelle vous n'avez pas voulu, compte tenu de l'ampleur de la question, est-ce qu'il ne faudrait pas reporter cette question-là? Oui. Donc effectivement, moi, je n'avais pas le détail de comment ça avait été présenté par rapport à la HAS et ce qu'ils avaient reçu. Donc effectivement, là, ça laisse une porte peut-être pour la suite. Oui, François. Oui, à l'HAS, il y a un autre groupe de travail sur le dépistage du SCID. Il y a un autre groupe de travail sur l'extension du dépistage de la drépanocytose. Oui. Ça veut dire que si, à mon avis, il ne faut quand même pas être naïf, je veux dire, il y a, lorsqu'il y a un groupe de pression suffisamment important, possibilité de faire le travail par l'HAS. Et à mon avis, les associations de patients ont une oreille, ça veut dire qu'elles sont écoutées. Je pense qu'il y a eu un a priori de ne pas évaluer les maladies lysosomales, c'est ce que je disais à Jean-Michel Herve. Je veux dire, cet a priori, il était régalien, on n'a pas eu à discuter cette affaire-là au niveau du groupe de travail, très bien, mais je pense que c'est le rôle des associations, et en particulier de VML, et des personnes qui pourraient, mais non, mais je le pense, de relancer cette saisine afin que ce travail soit fait. Que le travail aboutisse à une décision positive ou négative, c'est une autre chose. Mais moi, j'avais pas la vision complète. Mais qu'il n'y ait pas eu l'évaluation ne me paraît pas normal. Et donc, nous, on l'a demandé, ça n'a pas été entendu, en tout cas ça a été entendu, mais ça n'a pas eu de conséquences, on n'a pas le pouvoir de pouvoir faire changer ça. Je pense que les associations, et il faut trouver des systèmes de pression, ont les moyens d'arriver à ce que nous, les professionnels, on n'arrive pas. Et ça me permet juste de rebondir, parce que tu as évoqué la drépanocytose, qui, nous, est un vrai enjeu, et on travaille étroitement avec la filière MCGRE et avec le professeur Galacteros, parce que il y a malheureusement des cas dramatiques maintenant de décès de patients atteints de drépano qui n'ont pas été diagnostiqués par le dépistage néonatal, parce qu'ils n'étaient pas en Île-de-France ou en Outre-mer. Et donc ça c'est terrible. Donc on attend nous aussi, à côté des GES, énormément du retour de la HAS sur cette question de la drépano et de l'extension du dépistage à l'ensemble du territoire français. Mais à la journée dépistage, la HAS nous a bien dit qu'on pouvait déposer des dossiers, qu'il retiendrait ou pas comme dossier de travail, et que c'était la porte ouverte. Alors clairement, mardi dernier, la HAS nous a répondu ça. Donc il faut qu'il y ait des demandes de saisie. Et pas que, et avec les associations, mais la filière. Mais à ce moment, le travail, je pense qu'il est indispensable pour qu'il y ait Ah oui. D'autres questions? Juste une petite question, bonjour madame, au sujet des conseillers en génétique. Vous savez qu'on a des difficultés parfois pour arriver à maintenir ces postes qui sont extrêmement importants dans nos structures de référence, parce que le métier n'existe pas et qu'il n'y a donc pas de grille salariale. Elles ont des statuts qui sont souvent assez précaires. Et quand vous vivez dans des grandes villes avec des salaires qui sont assez modestes, c'est souvent difficile d'arriver à maintenir ces postes qui sont absolument importants. Donc est-ce qu'il y a une réflexion pour essayer d'enfin créer ce métier qui existe en France depuis fort longtemps? Depuis 2004-2005, avec Nicole Philippe, il y a une réflexion, c'est l'action 9.1 du plan, donc c'est complètement dans ce champ-là, et je pense qu'il faut voir, enfin pour avoir rencontré souvent la société savante des conseillères en Marie-Antoinette sur ce sujet-là, j'ai eu l'impression quand même qu'avec la loi de bioéthique, sur certains points, les choses avaient bougé dans le bon sens. Donc nous, comme ça vient, et que maintenant on repart vers l'Assemblée nationale, il faut être attentif, c'est l'article 23, et il faut aussi être attentif à ce qu'il y a dedans. Mais c'est un enjeu majeur. Et une dernière petite question marginale, mais vous savez qu'on a toujours des difficultés pour utiliser nos budgets dans les centres de référence parce que les hôpitaux ont bien du mal à tout simplement pouvoir nous donner de l'argent qu'ils n'ont plus. Vous êtes où? Moi je suis à Bichat et à Lumouriez, moi je coordonne un centre de référence sur les porphyries. Et on a vraiment beaucoup de difficultés pour avoir accès à nos crédits, même si on note un frémissement positif, ça reste très difficile. Oui, alors c'est vraiment... Julie, avec qui je travaille, est une ancienne DAF, elle connaît très bien le sujet. Elle a beaucoup de bienveillance, vraiment. Je suis entourée de directeurs d'hôpitaux et elle a énormément d'attention à vous soulager, à bien faire. Je crois que c'est pas un hasard si ce plan maladie rare est par appel à projet, avec des financements où les directions hospitalières se sont quand même engagées à tout ce qui est fléchage par appel à projet arrive jusqu'au bout.
Donc c'est une garantie qu'au moins ça, ce sera plus sanctuarisé, mais on se bat aussi sur l'autre versant. On ne vous oublie pas, ça c'est certain. Et je voudrais juste rebondir sur le mot de David. La filière G2M, c'est vraiment clinico-biologique, parce qu'on marche vraiment ensemble, notamment avec la biochimie. Et donc la filière doit aider l'action, je ne sais plus laquelle de l'axe 1, clinico-biologique, et l'accréditation en fait partie. Oui, et tu as tout à fait raison Pascal, et je crois que les filières sont emblématiques parce que c'est un écosystème, et aujourd'hui avec cette Assemblée Générale, c'est ce qu'on voit, c'est un écosystème avec les patients, les associations, les centres de référence, les centres de compétences, les laboratoires. Il y a également des partenaires industriels, il y a également pour la RCP un éditeur de logiciels, et c'est inscrit comme ça dans le plan. La filière est un creuset avec l'ensemble des partenaires, et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu ce que ça reflète, la réalité du terrain aussi. On a besoin de tous pour pouvoir avoir des traitements, des médicaments et pouvoir biodiagnostiquer. Merci beaucoup Anne-Sophie.